Au sommaire de cette édition, en France, le FN de Marie Le Pen change de nom, mais garde la flamme identitaire. En Espagne, la chute de Mariano Rajoy. Et puis au Liban, des pêcheurs militent pour préserver la faune marine. Mesdames et messieurs, bonsoir. En France, après avoir reçu à Bercy le secrétaire américain au commerce Wilbur Ross, Bruno Le Maire prévient que l'Europe prendra toutes les mesures nécessaires pour répondre à une hausse des tarifs douaniers américains sur les importations d'acier et d'aluminium européens. Écoutons-le. Nous ne voulons pas de guerre commerciale. Le président de la République l'a redit hier avec la plus grande clarté à l'OCDE. Mais nos amis américains doivent savoir que s'ils prenaient des décisions agressives contre l'Europe, l'Europe ne resterait pas sans réaction. Et nous sommes déterminés, avec nos partenaires allemands, avec la commissaire au commerce Cecilia Malmström, à prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre à d'éventuelles décisions américaines sur les tarifs acier et aluminium. Toujours en France, le Front National, parti d'extrême droite français, devient Rassemblement National sans pour autant abandonner la flamme de son logo, gage de ralliement des militants réfractaires à ce changement de nom. La nouvelle appellation proposée par la présidente Marie Le Pen au congrès de mars est censée marquer le point d'orgue de la refondation d'un parti débarrassé de son passé raciste et antisémite. Hors de la France, en Espagne, ce vendredi 1er juin, le chef du gouvernement conservateur Mariano Rajoy a été renversé par le Parlement, situation qui intervient après sa 6e année au pouvoir. La motion de censure a été adoptée à une majorité de 180 députés sur 350. Mariano Rajoy chute après une affaire de corruption qui a impliqué son parti populaire, le PP. Il a été remplacé par le socialiste Pedro Sánchez. Aux États-Unis, la rencontre entre le général Kim Jong-chol et le président américain Donald Trump a débuté peu après 17 h à la Maison-Blanche. Le bras droit de Kim Jong-un rencontre le président dans le bureau ovale après des entrevues avec le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo à New York mercredi et jeudi, en vue d'un éventuel sommet historique entre Donald Trump et le dirigeant nord-coréen. L'Arabie saoudite a adopté une nouvelle loi qui pénalise le harcèlement sexuel, a annoncé l'agence officielle de ce pays, moins d'un mois avant l'entrée en vigueur d'un décret autorisant les femmes à conduire. C'est un reportage de Brice Guigri. Le Conseil de la Choura, organe consultatif qui conseille le gouvernement, avait approuvé lundi un projet introduisant des peines allant jusqu'à 5 ans de prison et une amende de 300 000 rials, soit 80 000 $, pour les auteurs de harcèlement. Le projet de loi a été entériné par le gouvernement, a indiqué mercredi l'agence SPA. C'est un atout très important à l'histoire des réglementations dans le royaume, a indiqué Latifa Al-Sha'lan, membre du Conseil de la Choura, dans une déclaration relayée mardi soir par le ministère de l'Information. Cela comble un grand vide législatif et c'est un moyen de dissuasion, a-t-elle ajouté. La loi qui compte 8 articles vise à combattre le harcèlement, à l'empêcher, à punir les auteurs et à protéger les victimes afin de sauvegarder l'intimité, la dignité et la liberté personnelle qui sont garanties par la loi islamique, souligne la déclaration du Conseil de la Choura. On poursuit au Liban, fusil harpon en main. Il parcourt les fonds marins et voit la mer Méditerranée se vider de ses poissons. Alors, ils ont décidé d'agir. Dans le nord du Liban, des pêcheurs sous-marins s'engagent pour promouvoir une pêche raisonnée et mieux réglementée. Dernier préparatif sur le port de Kalamoun, au nord du Liban, pour Rachid Zok et son compagnon de pêche. Fusil harpon en main, il file vers le large pour une séance de pêche sous-marine. Rachid milite pour une pêche raisonnée et réglementée, fatigué de voir la Méditerranée se vider de ses poissons. La pêche sous-marine est la technique de pêche qui protège le plus la mer et le poisson. Parce qu'on peut voir ce qu'on pêche. Ce n'est pas caché. On descend voir et choisir. Donc nous sommes très sélectifs sur ce qu'on veut prendre dans la mer. Après 4 heures de chasse, Rachid revient avec un maigre butin, un méron. Pour d'autres pêcheurs, c'est le même constat décevant.
90% des stocks de poissons de la Méditerranée sont surexploités selon une étude européenne, menaçant le gagne-pain de l'ensemble des pêcheurs. On est obligé de faire ce travail, on n'a pas d'autre métier. Moi, j'en dépends, mon fils en dépend. Mais il n'y a rien. Il n'y a plus de poissons dans la mer. La mer a besoin d'être protégée. La loi libanaise réglemente la taille des mailles des filets et interdit la pêche à la dynamite. Mais pour certains, la volonté politique manque pour provoquer un réel changement. Les pêcheurs étant aussi des électeurs, certains hommes politiques ferment les yeux sur les pratiques abusives. Malheureusement, personne n'use de son autorité ou ne prend en compte la réalité difficile que vivent les pêcheurs à Mina. Rachid n'en démord pas pour autant. Avec son association Freedive Lebanon, il tente inlassablement de convaincre les pêcheurs libanais de pratiquer l'apnée et la chasse sous-marine, moins destructrices selon lui. En Afrique, le parti au pouvoir au Zimbabwe, la ZANU-PF, a organisé un rassemblement de jeunes en vue des élections du 30 juillet et c'est le premier scrutin post-Mugabe. Reportage Mamad Djedri. Le mouvement pour le changement démocratique MDC investit bientôt dans les rues d'Harare. Dirigé par Nelson Chamira, le MDC réclame les conditions d'une élection libre, honnête et crédible. Les élections législatives et présidentielles prévues pour le 30 juillet prochain sont empreintes de tricherie et de fraude, dans le but de la confiscation du pouvoir. Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, proche de l'ex-président Robert Mugabe, briguera la magistrature suprême sous les couleurs de ZANU. Le parti pouvoir depuis 38 ans a noté qu'il donne largement favori devant les candidats du MDC. Au Kenya, le président kenyan Uhuru Kenyatta et le chef de l'opposition Raila Odinga se sont excusés jeudi dernier pour les mots cruels échangés lors des élections controversées de 2017. Un geste symbolique devant appuyer leur promesse d'œuvrer pour la réconciliation dans le pays. Mamad Djedri. Poignée de main symbolique met fin à l'affrontement entre le pouvoir et l'opposition kenyane depuis les élections présidentielles de 2017. Mieux, des mots forts ont été prononcés par les différents adversaires politiques. Nous avons fait campagne l'un contre l'autre, nous avons dit des choses méchantes l'un envers l'autre, et aujourd'hui, je demande pardon et je souhaite présenter mes excuses. Des engagements ont été pris par les différents partis pour éviter des morts causées par une élection présidentielle. La Côte d'Ivoire entend désormais transformer la noix de cajou. Aujourd'hui, premier producteur mondial d'anacarde, l'ex-colonie française compte transformer sur place une bonne quantité de ce produit agricole qui fait sa fierté, a annoncé le Conseil Coton Anacarde. Siaka Kone. Aujourd'hui, premier producteur de noix de cajou avec plus de 711 000 tonnes par an, soit 22% de la production mondiale. La Côte d'Ivoire entend désormais transformer sur place cette matière première agricole. Initialement exportée sous forme brute pour la transformation, ce qu'il convient aujourd'hui d'appeler l'or gris ivoirien comptera désormais parmi les produits industriels. Pour le directeur général du Conseil Coton Anacarde, cette transformation permettra d'apporter de la valeur ajoutée à cette matière première agricole. Nous avons démontré que nous savons produire. Maintenant, il reste à démontrer que nous savons vendre et que nous savons surtout commercialiser et surtout transformer. Parce que c'est dans la transformation que réside la vraie valeur ajoutée. La transformation qui est créatrice d'emplois. C'est la transformation qui permet donc aux familles, j'allais dire, et surtout aux femmes, d'avoir des emplois et de subvenir aux besoins donc, de leur famille. Décision saluée par les producteurs eux-mêmes qui entendent bénéficier davantage du fruit de leurs efforts. Si je n'ai pas fait un ANACAD ici, allez là, mon élève là, il ne va pas à l'école. Donc ça coûte d'ANACAD. Mon élève va à l'école actuellement, je n'ai pas de problème. Quand on paye un peu, je donne aux élèves. Là, je suis libre. Donc, Anacarde est bon. Mais l'État aussi n'est qu'à nous voir. N'est qu'à faire une à côté de nous. Comme ça, là, les gens vont payer, ils vont gagner bénéfice. S'ils n'est pas planté là, ils vont gagner bénéfice. Et nous, quand on planté, nous qui avons souffert là, il faut qu'on gagne. Fort aujourd'hui de l'appui financier de la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire prévoit dans 5 ans atteindre 50% de la transformation et 80% dans les 10 prochaines années. En sport, le monde du football a été surpris hier par l'annonce du départ de Zinedine Zidane du Real de Madrid. Réaction de quelques Madrilènes. En fin de compte, il a plus ou moins raison, parce qu'il a fait du bon travail pendant 3 ans et qu'il est aussi haut qu'il le pourrait.
Il a gagné la Ligue des Champions 3 fois, une fois le championnat du monde. Je pense qu'il a atteint le sommet. Il ne peut pas faire plus que ça. Je n'avais aucune idée, vous venez de me l'apprendre. Je pense que c'est terrible qu'il parte, parce que Madrid lui a tout donné. Et maintenant il s'en va? La vérité, c'est que je ne pense pas que ce soit bien du tout. Je suis plutôt triste parce qu'il a beaucoup donné pour le Real Madrid. Je pense qu'il est parti au bon moment. Mieux vaut qu'il parte maintenant plutôt qu'après une erreur et qu'il parte par la petite porte. On revient en France. Les ultimes bouteilles du maître du Pinot Noir, Henri Gaillère, vont être mises aux enchères le 17 juin à Genève, lors d'une vente qui tournera la dernière page du domaine du vigneron bourguignon, vénéré par les amateurs de grands crus. Il était considéré comme un vigneron d'exception. Henri Gaillère, surnommé le roi de Bourgogne, ou encore le maître du Pinot Noir par ses admirateurs. Ces millésimes comptent parmi les plus chers du monde et le 17 juin, sur les hauteurs de Genève, seront mises en vente les dernières bouteilles de ce viticulteur adoré des amateurs de grands crus. C'était la cave personnelle d'Henri Gaillère. Ces vins n'ont jamais bougé du domaine d'Henri Gaillère. Les filles ont hérité de ce patrimoine, c'est un patrimoine français on pourrait dire, et elles ont décidé voilà, de partager ce patrimoine avec les gens qui ont envie de continuer à découvrir les vins d'Henri Gaillère. La légende d'Henri Gaillère s'est façonnée à partir de la fin des années 70 et la cote de ces bouteilles s'est envolée pour atteindre des sommets. Il est arrivé avec une esthétique de vin qui, quelque part, a correspondu à un changement de paradigme dans le goût des gens qui étaient souvent déçus par la Bourgogne. Et quand ils ont goûté les vins d'Henri Gaillère, ils se sont dit « Waouh, qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est !» Vous avez toute la grâce du Pinot, tout le délié de la structure, la finesse aromatique, il avait tout fait pour préserver ça. Au total, ce sont 855 bouteilles et 209 magnums qui seront mises en vente sous forme de lot. Les mises à prix vont de 2 700 € pour une bouteille de Nuit Saint-Georges 97 à 240 000 € pour un ensemble de 15 magnums issus de la parcelle fétiche du vigneron, le Cros Parentou. L'ensemble est estimé entre 5,7 et 11 millions d'euros, des prix conformes à l'état du marché, mais qui étonnent certains spécialistes. Il y a un effet spéculation qui est indéniable. Il y a cet effet collection, patrimoine, dernier vestige du patrimoine, le côté un peu presque relique. Et si je dois donner des conseils, je dis, si vous voulez prendre un peu un risque et puis vous êtes joueur, allez-y. Je ne sais pas si le jeu en vaut totalement la chandelle. C'est vous qui verrez, parce que c'est vous qui ouvrirez la bouteille. Chacun de ces précieux flacons sera protégé par un scellé spécifique garantissant la provenance et l'authenticité de son contenu. De quoi rassurer les collectionneurs américains, asiatiques et européens qui seront sans doute nombreux le 17 juin à venir se disputer les derniers trésors du maître bourguignon. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur A12 TV.